Tu as froid quand personne n'a froid. Tu remets un gilet au mois de juin, tu dors avec des chaussettes et dans les réunions, tu es celle qui demande si on peut fermer la fenêtre. Autour de toi, on te dit que tu es frileuse, que c'est comme ça. Et pendant ce temps, tu es fatiguée d'une fatigue que le sommeil ne répare pas. Ton poids monte sans que ton assiette ait changé et ton humeur fait n'importe quoi. Alors on t'a expliqué que c'était la ménopause, peut-être, mais il existe une autre explication qui donne exactement les mêmes symptômes, qui touche surtout les femmes, qui devient beaucoup plus fréquente après 50 ans et qui se voit sur une simple prise de sang. Et il y a une chose qu'on ne te dira presque jamais. Même quand on la trouve, la traiter ne te fera pas forcément aller mieux. Bienvenue sur Vivana FM. Le problème, c'est que les deux tableaux se ressemblent au point de se confondre. Fatigue persistante, prise de poids sans changement d'alimentation, humeur en dents de scie avec une tendance à la tristesse, sommeil perturbé, peau sèche, cheveux qui tombent, difficulté de concentration, ces mots qui manquent, cycle irrégulier. Regarde cette liste. Elle décrit aussi bien une périménopause qu'une thyroïde qui tourne au ralenti. Aucun de ces symptômes ne permet de trancher. Aucun. Et c'est exactement pour ça que la confusion est si fréquente dans les deux sens. Des femmes qui traitent une ménopause alors que leur thyroïde est en cause et des femmes qu'on met sous hormones thyroïdiennes alors que leur problème était ailleurs. Les deux erreurs coûtent du temps et parfois des années. Et il y a un troisième cas, celui dont on parle le moins, les deux à la fois. Rien n'interdit à une femme de 52 ans d'avoir une périménopause et une thyroïde qui ralentit. Quand c'est le cas, traiter l'une laisse l'autre entière, et on conclut trop vite que le traitement ne marche pas, alors qu'il marchait très bien. Simplement, il ne s'attaquait qu'à la moitié du problème. Alors commençons par les chiffres, avec leurs dénominateurs, parce qu'ils sont souvent mal cités. La grande enquête américaine de référence a mesuré la thyroïde de plus de 17 000 personnes. Résultat, une hypothyroïde chez 4,6% de la population, dont 0,3% de forme franche et 4,3% de forme dite infraclinique, c'est-à-dire biologique et discrète. On retient bien ces deux nombres séparés, parce que presque tout le débat de cette vidéo tient dans l'écart entre les deux. Et une autre donnée compte. Les anticorps antithyroïdiens, marqueurs d'une atteinte auto-immune, étaient présents chez 11% des personnes testées, nettement plus souvent chez les femmes, et de plus en plus souvent avec l'âge. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il explique le fond du problème. La cause la plus fréquente d'hypothyroïdie dans nos pays est une maladie auto-immune. Le système immunitaire fabrique des anticorps contre la thyroïde et l'abîme lentement. Cette maladie touche massivement les femmes et sa fréquence augmente avec l'âge. Autrement dit, la période de la vie où ta thyroïde risque le plus de flancher est exactement celle où tes hormones sexuelles se dérèglent. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier, c'est une superposition. Et quand deux choses arrivent en même temps, le cerveau humain, y compris celui des soignants, a une tendance très forte à n'en retenir qu'une seule, la plus attendue. À 50 ans, la plus attendue, c'est la ménopause. Alors comment on tranche? Par une prise de sang, et seulement par une prise de sang. Le premier examen s'appelle la TSH. Ce n'est pas une hormone thyroïdienne. C'est le message que ton cerveau envoie à ta thyroïde pour lui demander de travailler. Et le raisonnement est inversé par rapport à ce qu'on imagine. Si ta thyroïde produit trop peu, le cerveau insiste, il crie plus fort et la TSH monte. Une TSH élevée, ça veut donc dire une thyroïde qui fonctionne au ralenti. Selon le résultat, on ajoute le dosage de la T4 libre, l'hormone elle-même et parfois la recherche des anticorps. C'est tout, pas d'imagerie systématique, pas de bilan compliqué. Un tube de sang et la question est réglée dans un sens ou dans l'autre. Une précision qui évite beaucoup d'angoisse. Il n'y a pas besoin d'être à jeun et le moment du cycle n'a pas d'importance. Autre chose utile à savoir avant d'aller chercher tes résultats. Si tu prends déjà un traitement pour la thyroïde ou de la biotine, cette vitamine vendue pour les cheveux et les ongles, très populaire à cette période de la vie, dis-le au laboratoire. La biotine peut fausser le dosage dans certains automates et donner un résultat qui ressemble à une hyperthyroïdie alors que tout va bien. Maintenant, ce qui doit t'orienter vers la thyroïde plutôt que vers la ménopause, parce que certains signes ne trompent pas. La frilosité, celle du début de cette vidéo, la ménopause donne plutôt des bouffées de chaleur. L'hypothyroïde donne froid. C'est presque le contraire. La constipation qui s'installe, une peau très sèche et des cheveux cassants.
Un ralentissement général, dans la voix, dans le geste, dans la pensée. Un gonflement du visage, surtout le matin, autour des paupières. Un rythme cardiaque plus lent. Et parfois un goitre, c'est-à-dire une thyroïde qu'on voit ou qu'on sent à la base du cou. Si plusieurs de ces signes te parlent, ce ne sont pas des symptômes de ménopause. Ils méritent une prise de sang, pas une explication. Et maintenant, la partie que presque personne ne raconte et qui est la vraie raison de cette vidéo. Imaginons que le bilan revienne avec une TSH un peu haute et une T4 normale, la fameuse forme infraclinique, celle qui concerne 4,3% des gens. Ton médecin te propose de la lévothyroxine, l'hormone de remplacement. Tu la prends, tu attends d'aller mieux. Et là, très souvent, il ne se passe rien. Ce n'est pas dans ta tête, et ce n'est pas un échec personnel. C'est ce que montrent les essais. Une synthèse publiée dans le JAMA en 2018 a rassemblé 21 essais randomisés, plus de 2000 adultes. Le traitement a bien ramené la TSH dans les valeurs normales. Sur la qualité de vie, aucun bénéfice. Sur les symptômes attribués à la thyroïde, aucun bénéfice non plus. Et ce n'est pas un résultat isolé. Le plus grand essai sur le sujet, publié dans le New England Journal of Medicine, a suivi plus de 700 personnes âgées avec une hypothyroïdie infraclinique, tirée au sort entre lévothyroxine et placebo. Au bout d'un an, la TSH avait bien baissé dans le groupe traité. Le score de symptômes d'hypothyroïdie, identique. Le score de fatigue, identique. Aucun bénéfice sur les critères secondaires non plus. Alors je veux être très précise, parce que c'est un sujet où la nuance compte énormément. Ces résultats concernent la forme infraclinique, avec une TSH modérément élevée. Ils ne disent rien de l'hypothyroïdie franche, celle où la T4 est basse. Celle-là se traite et le traitement change vraiment la vie. Ce sont deux situations différentes et on les confond tout le temps. Pourquoi est-ce que ça compte autant pour toi? Parce que si tu es dans le premier cas, tu risques de vivre quelque chose de très frustrant. On a trouvé quelque chose, on t'a donné un traitement et tu ne vas pas mieux. Et là, deux pièges s'ouvrent. Le premier, c'est d'augmenter les doses en espérant que ça finisse par marcher. Or, trop d'hormones thyroïdiennes n'est pas neutre, ça retentit sur le cœur et sur l'os. Le second piège est plus insidieux, c'est d'arrêter de chercher. Parce qu'on a trouvé une explication. On cesse de se demander si la vraie cause de ta fatigue n'était pas ailleurs. Dans ton sommeil haché par des sueurs nocturnes, dans des règles trop abondantes qui vident tes réserves de fer, dans une périménopause, tout simplement. Et je le dis avec d'autant plus d'insistance que c'est le scénario que je vois revenir le plus souvent dans les messages. Une femme épuisée, une TSH légèrement au-dessus de la norme, un traitement, 6 mois d'attente, et toujours la même fatigue. Elle finit par croire que son corps ne répond plus ou qu'elle exagère, alors que la question posée au départ n'était peut-être pas la bonne. Alors quelle est la bonne attitude? Les recommandations des sociétés savantes sont plus nuancées qu'on ne le croit, et elles ne disent pas de traiter tout le monde. Elles invitent à tenir compte du niveau exact de la TSH, de l'âge, de la présence d'anticorps, des symptômes et du contexte cardiovasculaire. Chez une personne jeune, avec une TSH nettement élevée et des anticorps positifs, l'essai de traitement se discute vraiment. Chez une personne de 75 ans, avec une TSH à peine au-dessus de la limite, le bénéfice attendu est très faible et le risque de surdosage bien réel. Ce n'est donc pas une case à cocher, c'est un arbitrage et il se fait avec ton médecin en tenant compte de qui tu es. Un mot sur l'autre côté du problème, parce qu'on ne parle jamais que du ralenti. Une thyroïde qui fonctionne trop, c'est l'hyperthyroïdie. Elle donne des symptômes qu'on attribue aussi à la ménopause, palpitations, bouffées de chaleur, sueur, irritabilité, insomnie, perte de poids, et sa forme discrète, avec une TSH basse et des hormones normales, mérite d'être connue pour deux raisons précises. Elle augmente le risque de troubles du rythme cardiaque, en particulier la fibrillation auriculaire, et elle accélère la perte osseuse, ce qui compte doublement après la ménopause quand l'os est déjà fragilisé. Ce n'est donc pas une anomalie de laboratoire sans conséquence. Si ta TSH est basse, ça se surveille et ça se discute. Concrètement, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Si tu te reconnais dans les symptômes du début, demande un dosage de TSH. C'est un examen banal, remboursé, disponible partout, et il n'y a aucune raison de le refuser à une femme de 50 ans qui décrit exactement ce tableau. Si la TSH est normale, tu as une réponse. Ce n'est pas la thyroïde, et il faut chercher ailleurs plutôt que de rester dans le doute. Si elle est anormale,
Tu poses 3 questions à ton médecin. Est-ce une forme franche ou infraclinique? Quels bénéfices précis j'attends du traitement? Et dans combien de temps réévalue-t-on? Avec quels critères? Ces 3 questions changent complètement la qualité de la conversation. Et si on te propose un traitement pour une forme infraclinique, il y a une 4e question, la plus utile de toutes. Peut-on définir ensemble, maintenant, ce qui me ferait dire dans 3 mois que ça marche ou que ça ne marche pas? Un critère décidé à l'avance. Parce que sans ça, on continue par habitude, on augmente la dose par réflexe et on ne réévalue jamais vraiment. Et il y a un piège dont je dois te parler parce qu'il est partout sur Internet. Beaucoup de gens vendent des solutions pour la thyroïde. Complément d'iode, extrait de thyroïde animal, régime dit thyroïdien. Sur l'iode, sois particulièrement prudente. Dans nos pays, la carence en iode n'est pas la cause habituelle de l'hypothyroïdie, c'est l'auto-immunité. Et un excès d'iode peut, chez une thyroïde déjà fragilisée, aggraver les choses au lieu de les arranger. Ne prends pas d'iode à dose supplémentaire sans avis médical. La même prudence vaut pour tout produit vendu comme un soutien thyroïdien. Si ta thyroïde a besoin d'être traitée, ça se fait avec une hormone dosée, contrôlée par prise de sang, pas avec une gélule achetée en ligne. Alors récapitulons. Les symptômes ne permettent jamais de trancher entre thyroïde et ménopause. Seule la prise de sang le fait et elle commence par la TSH. Certains signes orientent quand même le froid, la constipation, la peau très sèche, le ralentissement. La cause la plus fréquente est auto-immune. Elle touche surtout les femmes et augmente avec l'âge, c'est-à-dire exactement au moment où tout le monde pense d'abord à la ménopause. Et surtout, retiens la nuance qui change tout. L'hypothyroïdie franche se traite et le traitement change la vie, tandis que pour la forme infraclinique, les essais ne montrent ni amélioration de la qualité de vie ni de la fatigue. Trouver quelque chose ne veut pas dire avoir trouvé la cause. Demande ta TSH et pose tes 3 questions. Prends soin de toi. On se retrouve très vite sur Vivanaf.